Oui, Biya Paul et sa bande, 43 ans de gâchis et le pays livré à 5 menaces. Menace de guerre successorale interne, menace, eh bien, du mouvement de sécession ambazonien, menace du mouvement terroriste Boko Haram, qui est, comme vous le savez, un mouvement de mercenaires, eh bien, de l'OTAN. D'ailleurs, actuellement, on observe un rapprochement entre le mouvement sécessionniste ambazonien et les groupes terroristes de Boko Haram, à travers les frontières du nord-ouest, qui conduisent tout naturellement au nord et au Nigeria. Le Cameroun, sous la menace d'un coup d'État néocolonialiste français, ne peut s'en sortir que par une révolution populaire, progressiste, panafricaniste, pacifique, massive et totale. Et c'est à faire prendre conscience de cette capacité que notre peuple a de se libérer, que nous travaillons activement et que nous appelons l'ensemble des forces authentiques, des forces sincères de l'opposition camerounaise à travailler. Il ne faut pas entrer dans les combines du soi-disant gouvernement d'union nationale. C'est une escroquerie. Il ne faut plus espérer quelque chose de l'agent de Biya Paul qu'il a exfiltré pour noyer l'opposition dans des rêves et des communiqués lénifiants. Issa Chiroma Bakari, il ne faut pas rêver. Ce monsieur-là a fait ce que son patron lui a demandé et il l'a trop bien fait. Actuellement, il dit qu'il revient en mars et entre-temps, les Américains, les Français, les Nigérians et les Gambiens sont en train de négocier sa part dedans. Lisez la lettre de son compagnon, Diokam Tchameni. Dans cette lettre qui a été publiée, Diokam Tchameni fait part de ces négociations. Je n'invente rien. Il fait part de cet espoir d'un partage du pouvoir avec Biya Paul. C'est cela qui est actuellement l'agenda des médiateurs entre Chiroma et son patron. Et ces médiateurs, de toutes les façons, sont les patrons des deux. À savoir les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux. D'où le Cameroun est incapable diplomatiquement de dénoncer l'agression impérialiste américaine contre le Venezuela. Je dis bien incapable. Il ne peut pas faire, comme on dit à Douala, il ne peut pas faire mouac là-dessus. Parce qu'il sait que les impérialistes français et américains le tiennent. Ils le tiennent à travers Boko Haram, qui est, comme je vous le rappelle, un groupe de mercenaires de l'OTAN. Les impérialistes français et américains tiennent le Cameroun à travers le mouvement sécessionniste ambazonien, dont ils facilitent le financement, l'armement. Et c'est avec ces deux pressions en tenaille qu'ils tiennent Biya. Et ils essayent de temps en temps de se placer derrière Chiroma. Pour lui dire, si tu ne fais pas ce que nous voulons, si vous là, les gens du RDPC, vous ne faites pas ce que les oligarques de la domination impérialiste française et américaine veulent, si vous ne faites pas ce que la domination impérialiste occidentale veut, nous allons lâcher nos chevaux. Nous allons faire entrer Boko Haram jusqu'en Gaoundéré. Nous allons lâcher nos chevaux. Nous allons armer les Ambazoniens pour qu'ils prennent, Bamenda, qu'ils prennent Buea et qu'ils viennent même frôler Douala. Voilà la menace. Voilà la menace qui est clairement formulée par les impérialistes qui financent les deux groupes-là contre le Cameroun. Boko Haram au nord, les Ambazoniens à l'ouest et au nord-ouest, au sud-ouest et au nord-ouest. Ils ont les mêmes patrons. Il faut que vous sachiez que les Ambazoniens et Boko Haram ont les mêmes patrons, qui leur facilitent l'accès aux armes et à l'argent. Il n'y a qu'à voir qui a créé les organisations terroristes et où sont les principaux chefs ambazoniens. Et vous comprendrez que le financement vient du même coin, du sommet de l'OTAN. Ils sont donc utilisés comme des variables d'ajustement et de pression sur le régime de Biya, qui est un régime braqué. Et comme me le faisait remarquer une de mes camarades, il est à peu près certain que Biya Paul a déjà envoyé une délégation vers le gouvernement de Trump pour demander à Trump qu'est-ce qu'il veut. Quelle partie du Cameroun il veut qu'on lui donne. Ils sont déjà actuellement en train de supplier les grands chefs de l'impérialisme occidental de leur demander ce qu'ils veulent. Parce que eux, ils sont prêts pour rester au pouvoir au Cameroun à vendre tout le Cameroun. Les Delcy Rodriguez,
disent non, nous ne vendrons jamais le Venezuela. Au Cameroun, nous sommes dirigés par des gens qui disent dites-nous ce que vous voulez qu'on vous donne. Et laissez-nous rester à tout prix au pouvoir pour vous ici, des vendeurs du pays. Regardez les contrats qu'ils ont passés sur les forêts du Cameroun. Regardez les contrats miniers qu'ils ont passés avec des puissances étrangères. Et vous comprendrez que nous avons de véritables ennemis du peuple africain en général. Eh bien, au palais présidentiel à Yaoundé. Vous comprenez? Voilà pourquoi il nous faut nous reprendre en main en tant que grand peuple africain en cette année 2026 et assumer notre devoir de prendre par millions les rues de notre pays natal pour imposer l'ouverture d'une transition vers une nouvelle constitution, la constitution fédérale du pays, et créer une république panafricaine fédérale, progressiste, populaire, qui va faire de notre pays un paradis sur terre. Donc, le Cameroun est, depuis le 12 octobre, dans une espèce de vide politique apparent. Le Cameroun est, depuis le 12 octobre, dans une espèce de suspension sur le néant. Le Cameroun plane. Mais il ne sait même pas entre quelle planète et quelle planète. Il est dans un non-lieu spatial. Dans une désorientation. Le Cameroun est sidéré. Il est comme ça, en l'air, la bouche ouverte. Comme une maison inachevée. Alors, certains seraient tentés de penser que rien ne se passe au Cameroun. Or, mon intervention ce matin consiste à vous expliquer que c'est justement dans ces moments où vous avez l'impression que rien ne se passe que le pire est en train d'arriver. Moi, je vais donc vous parler de ce qui se passe actuellement au Cameroun. Écoutez-moi bien. Camerounaises, Camerounais. Peuple le plus têtu de l'Afrique, issu du processus colonial, eh bien, francophone. Écoutez-moi bien, Camerounaises, Camerounais. Peuple le plus têtu, le plus entêté, le plus borné du sous-continent d'Afrique issu du processus colonial français. Paul Biya, ou du moins ceux qui utilisent Paul Biya pour gouverner, ont un problème. Le régime de Paul Biya a un problème. C'est le suivant. Paul Biya a objectivement, donc, 93 ans. Par les lois de la biologie, il peut plus facilement s'éteindre maintenant que jamais. À tout moment, Paul Biya décède. Or, la famille Biya et son clan politique doivent résoudre le problème de leur survie politique, de leur survie économique, parce que ce sont des gens qui ne se sont pas investis dans la production de richesses. Ils se sont investis essentiellement dans la prédation de richesses. Donc ils ont besoin de rester comme Biya lui-même, l'a fait pendant plus de 60 ans, dans les meubles de l'État du Cameroun pour vivre. Ils ont besoin de trouver une formule pour conserver le pouvoir. Or, à l'âge auquel Biya est arrivé, le seul et principal problème politique de Paul Biya, c'est le problème de sa succession. Il veut mourir au pouvoir et il veut protéger ses arrières. Mieux, ses arrières veulent se protéger eux-mêmes. Mais pour que cela se fasse, Biya doit faire deux choses. Première chose, il doit déjà introduire à l'intérieur du gouvernement ceux qui sont supposés succéder à la génération actuelle qui est en train de partir. La génération de Biya, de Marcel Nyat Ndjifendi, la génération de Kava Yeguie Djibril, la génération du général Meka, la génération de Mbargangele. Cette génération est en train d'aller à la tombe. Et le gouvernement que M. Biya, ou du moins les marionnettistes de Biya, doivent préparer, est un gouvernement qui doit déjà faire monter les successeurs de Biya, les successeurs de Nyat, les successeurs, eh bien, de Mbargangele, les successeurs de Meka, les successeurs de Kava Yeguie Djibril, ils doivent monter. C'est-à-dire que ce n'est plus le peuple camerounais qui oblige Paul Biya à transmettre le pouvoir à l'intérieur de son clan, c'est l'âge objectif de Paul Biya et de ses principaux compagnons. Donc, le gouvernement que Biya doit constituer en cette année 2026 est un gouvernement crucial
Parce que c'est le gouvernement pour protéger ses fesses, protéger ses arrières. Donc la question est celle du casting. Est-ce qu'on fait monter, dès maintenant, le gouvernement qui va permettre à Biya Frank, qui a été désigné par son père, comme étant l'héritier politique du Cameroun, est-ce qu'on fait monter dès maintenant les compagnons de Biya Frank à l'intérieur du gouvernement, pour qu'ils commencent déjà à préparer le terrain pour la confiscation du pouvoir par leur leader, désigné par son père, Frank? Est-ce qu'on les fait entrer maintenant? Ou est-ce qu'on les fait entrer plus tard? Si on les fait entrer maintenant, le plan sera dévoilé et la bataille successorale sera ouverte. Si on les fait entrer plus tard, ça risque d'être trop tard. Parce que Paul Biya risque de mourir entre-temps et ils ne seront pas prêts. Voilà la difficulté. Voilà l'énigme dans laquelle Biya se trouve. L'énigme et la difficulté. Le quiproquo. La quadrature du cercle dans laquelle se trouve Paul Biya et ses compagnons. On fait monter la fameuse jeunesse dont il a parlé dans son discours. C'est-à-dire en réalité les héritiers de leur oligarchie criminelle. Est-ce qu'on les fait monter maintenant au gouvernement? Comme ça tout le monde sait que la confiscation du pouvoir par le clan, le régime RDPC a commencé. Ou est-ce qu'on les fait monter plus tard? Si on les fait monter maintenant, ça risque de réveiller les Camerounais. Les Camerounais risquent de dire, ça y est, là on est reparti pour 100 ans. Pour 100 ans avec ces gens qui sont incapables, ne serait-ce que de développer le pays. Si on ne les fait pas monter maintenant et qu'on attend que Biya meure, la situation risque d'être incontrôlable. Dès lors que le chef, ou du moins la mascotte, ou du moins le masque de ce groupe de criminels économiques, politiques et culturels aura disparu. Autre chose, dans l'état de marasme où se trouvent les Camerounais, Biya a une chose qu'il utilise souvent pour moduler ses interventions publiques. Ce sont les victoires ou les défaites des Lions indomptables de football. Actuellement, Paul Biya est en train d'observer les résultats des Lions. Si les Lions indomptables de football réussissent à battre le Maroc, cela augmente l'espoir que ceux-ci gagnent la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Paul Biya doit se demander, quelle est la meilleure chose que je dois faire? Publier le gouvernement avant l'élimination éventuelle de l'équipe des Lions, ou publier le gouvernement après la victoire éventuelle de l'équipe des Lions. Si je publie le gouvernement avant l'élimination éventuelle de l'équipe des Lions, alors le choc de l'élimination des Lions ne va pas déteindre sur mon action politique. Si je publie le gouvernement après l'élimination des Lions, la déception des Camerounais qui, bien sûr, sera gaillardise quand leur équipe joue et gagne, cette déception risque de rejaillir contre le gouvernement que je vais sortir. Donc, Paul Biya est là, il guette. Je fais ça avant ou je fais ça après. Ça, c'est ce qu'on appelle la question de l'opportunité. Dans le temps, le moment de faire sortir le gouvernement, il est très, très futé. Il ne faut jamais sous-estimer l'intelligence de cet homme. On ne peut pas tenir en otage un pays comme ça pendant 60 ans si on est un idiot de quartier. Paul Biya est un homme intelligent, mais dont l'intelligence a été investie essentiellement dans la conservation absurde du pouvoir, au détriment des aspirations profondes du peuple camerounais. C'est une intelligence cynique, perverse, déviée, une intelligence dépourvue de sagesse. Une intelligence donc diabolique, où l'essentiel c'est la fin qui justifie les moyens, la conservation du pouvoir. Ce qui se passe actuellement aussi, et vous notez que c'est le deuxième élément, c'est que le pouvoir essaye d'arbitrer entre deux camps. Il y a un camp qui voudrait que le futur gouvernement de M. Biya soit un gouvernement dit d'union nationale. C'est-à-dire un gouvernement dans lequel il accepte un arrangement avec la fausse opposition qu'il a suscitée. Et de ce point de vue, la France et les États-Unis et un certain nombre de pays africains, comme le Nigeria, la Gambie, jouent un rôle de médiateur entre le clan Biya et sa marionnette, sa fabrication Issa Tiroma, avec l'éventualité d'un arrangement pour que les hommes et les femmes de Tiroma
eh bien, entre dans ce fameux gouvernement d'union nationale et que Tiroma, qui a annoncé symboliquement qu'il revient d'ici le mois de mars, revienne lui aussi bénéficier d'un deuxième arrangement qui se prépare, la modification de la Constitution pour créer les postes de vice-président de la République, dont un sera attribué, le tout premier sera attribué tout naturellement au fils Biya, le deuxième attribué éventuellement à un ressortissant du Nord, peut-être à Issa Tiroma Bakari, et le troisième à un ressortissant du Cameroun anglophone, d'accord? On créerait 2 ou 3 vice-présidents pour donner le sentiment d'un rééquilibrage du régime et d'une représentation de la pluralité. Ce que les Camerounais considèrent comme étant un temps mort de la politique nationale camerounaise n'est pas un temps mort. C'est un temps de tractation houleuse. Parce que l'aile radicale du RDPC, l'aile radicale ethno-centrée du RDPC, ne veut pas du partage du pouvoir. Elle veut conserver tout par la force, tout par la division, tout par la ruse. L'aile pragmatique est prête au partage du pouvoir parce qu'elle estime que l'usure du pouvoir est telle qu'il va falloir simuler un gouvernement d'union nationale pour survivre. Et il faut que vous sachiez que toute l'offre qui peut être faite à Tiroma et à tous les autres lumpen opposants, les opposants de Pakoti, elle a globalement pour but d'abord de les reprendre à l'intérieur du sérail et de les écraser les uns les autres en fonction de leur excès de zèle quand on leur avait demandé de jouer aux opposants figurants. Donc Tiroma doit savoir que de toutes les façons, le régime Biya lui accordant éventuellement de revenir en mars, c'est pour d'abord le prendre dans le système et l'écraser correctement. Parce qu'on estime que la mission qui lui avait été donnée, à savoir jouer à l'opposant figurant, il a trop bien joué. Et on pense donc qu'il était animé de mauvaises intentions, de l'intention de trahir celui-même qu'il a fabriqué. Donc, la période qui va du 12 octobre 2025 à aujourd'hui, 8 janvier 2026, est une période de tractation houleuse. Ça se bagarre au couteau. Et vous allez voir dans la presse camerounaise que les différents clans publient les noms de ceux dont ils veulent griller la participation au futur gouvernement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous appelez Elundu et que je ne veux pas que vous soyez nommé au gouvernement, je paye des journaux pour dire que vous êtes le futur ministre de l'administration territoriale. Or, dans le régime Biya, les connaisseurs observent que, de toutes les façons, dans le régime Biya, les connaisseurs observent que de toutes les façons, dès lors qu'on a sorti votre nom dans les journaux pour dire que Paul Biya vous a nommé à tel poste, même si votre nom était dans sa liste, il le retire. Donc actuellement, c'est la danse des sorciers, c'est le bal des sorciers au Cameroun. Puisqu'il s'agit d'essayer de savoir qui va participer à la mangeoire d'héritage de Biya, puisque objectivement, naturellement, Biya et toute sa génération vont disparaître. Biya, c'est 93 ans. Niat Ndifendi Marcel, c'est pratiquement la même chose, le président du Sénat. Kava Yegye Djibril, c'est pratiquement la même chose. Le chef d'état-major de l'armée, c'est pratiquement la même chose, le général Meka. Le directeur général de la sécurité, la sûreté nationale, hein, le père de la police, Mbargangele, c'est pratiquement le même âge. Ils vont tous y passer. C'est la loi de la nature. Personne n'aura même besoin de les tuer. Ils vont tous y passer. Et là, à partir de ce gouvernement, de 2026, leur problème, c'est de protéger leurs arrières pour avoir les meilleures obsèques nationales. Et ils doivent résoudre ce problème concrètement. Par la composition du gouvernement et par la modification de la Constitution. Pour positionner leur homme de main. Alors, dans ces conditions, quelle est la solution pour le peuple camerounais? Face à un régime, le régime Biya, qui a été incapable même de construire une capitale normale. Regardez, la Guinée équatoriale, dont tout le monde se moquait dans les années 70, dans les années 80, comme étant un petit État pauvre sur les flancs du Cameroun. La Guinée équatoriale vient de réussir à construire une ville nouvelle, une capitale entière, dans la partie continentale de son territoire, et qui s'appelle Ciudad de la Paz, la ville de la paix. Le despote éclairé de Guinée équatoriale utilise les pétrodollars de la Guinée équatoriale pour construire une capitale entière. Alors que Biya Paul
après 43 ans de pouvoir, est incapable d'avoir bâti une seule ville correcte au Cameroun. Même la capitale du Cameroun est une ville brinque-ballante. C'est un taudis, un torchis géant. C'est un marécage à peine réchappé, Yaoundé. Donc, ces gens-là, actuellement, ont un problème sérieux et ils sont dans des débats terribles et féroces entre eux. Comment protéger leurs arrières, tous les vieux qui s'en vont, pour avoir des obsèques nationales et être enterrés avec tous les honneurs, pendant que leurs héritiers vont continuer à confisquer le pays. Donc, vous allez donc observer, d'abord le contenu du fameux gouvernement qui va venir. Il peut sortir aujourd'hui, demain, peu importe. On va regarder le contenu. Et en fonction du contenu, on saura s'ils ont commencé à essayer de résoudre le problème qu'ils ont. La protection de leurs fesses, la protection de leurs arrières. Si on ne voit pas monter la jeune garde RDPC pro-Franck Biya, cela veut dire que Paul Biya veut faire le coup par la réforme constitutionnelle uniquement. Il va créer des vice-présidents de la République, il va nommer son fils. Mais il faudra vraiment procéder à une analyse fine de la composition du gouvernement. On va y reconnaître, je crois, la montée de la fameuse jeunesse dont il parlait. C'est-à-dire la jeunesse des héritiers choisis du régime. Voilà pourquoi les Camerounaises et les Camerounais sont invités à ne pas considérer que nous sommes dans un temps mort. Nous sommes dans un temps dangereux. C'est le dernier virage avant la descente totale du Cameroun aux enfers. Et s'opposer politiquement au Cameroun signifie appeler notre peuple à se regarder comme le seul et unique peuple africain et à mener la bataille de sa libération totale du régime néocolonial du Cameroun. C'est ce message que j'ai mis dans ce livre, qui est disponible pour un nouveau leadership populaire camerounais, appel aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun. Tout le projet est expliqué dans ce livre, qui est disponible et qui est commandable. Je l'ai publié chez Publisherum Factory en France. Vous pouvez le commander par la plateforme Amazon. Le livre n'est pas long, il est rapide et il est dense et condensé. Le rassemblement de l'opposition qui va libérer le pays doit être un rassemblement panafricaniste. Nous n'avons aucun autre concept qui nous permette de nous élever au-delà de nos appartenances ethniques, au-delà de nos appartenances religieuses, au-delà de nos appartenances régionales, au-delà de nos appartenances générationnelles, au-delà de nos appartenances, on va dire, esthétiques. Le concept qui nous permet de créer un peuple camerounais, c'est le concept de panafricanisme. Nous devons nous considérer non pas simplement comme la synthèse de l'Afrique, l'Afrique en miniature, d'autres par narcissisme disent le continent. Nous devons nous considérer comme un peuple qui ne peut réussir que s'il se considère lui-même comme le plus africain des peuples.